Bienvenue dans cette cinquième session consacrée aux bases légales, prévue par le Règlement général sur la protection des données. Nous sommes aujourd'hui focalisés sur le contrat ou les mesures précontractuelles, pardon. Juste pour information, cette présentation est enregistrée et sera disponible en replay. Vous pouvez retrouver les autres sessions, à savoir le consentement, les obligations légales et la sauvegarde des intérêts vitaux sur le site de DASTRA, dans la partie ressources et webinaires. Pour me présenter rapidement, je suis donc Maëva Vidal, juriste en protection des données chez Dastra, qui est une solution logicielle pour la conformité à la protection des données. J'ai un master en droit des affaires et une expérience en cabinet sur le sujet, sur la matière contractuelle. C'est pour ça que je suis vraiment ravie d'animer ce webinaire, alliant à la fois protection des données et droit des contrats. Pour faire une petite présentation rapide, qu'est-ce que Dastra? Dastra est une plateforme en ligne, donc SaaS, qui vous permet de piloter toute obligation du RGPD à travers une interface collaborative. Il offre un certain nombre de modules vous permettant de piloter votre conformité. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui justement à l'un de ces modules que vous retrouverez donc sur la droite de la slide, qui est le registre des traitements. Une des bonnes pratiques est d'ajouter la base légale choisie pour justifier la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Avant tout, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de vous demander si vous utilisez, cette base légale dans vos traitements, parce qu'elle est quand même souvent reprise. C'est une des bases légales, les plus utilisées avec le consentement et l'obligation légale. Mais par curiosité, n'hésitez pas à indiquer, dans les commentaires si vous justifiez régulièrement vos traitements de données, avec cette base. Je vous propose, tout de suite de voir un peu dans cette session, d'observer, d'abord qu'est-ce que c'est que cette base légale et à quoi ou à qui elle peut servir, avant de vous expliquer, largement les conditions à remplir afin de la mettre, valablement en place. Mais aussi, vous évoquer, des points d'attention spécifiques à cette base légale, qui sont un peu la conséquence, de l'utilisation, voilà du contrat. Alors, de quoi parle-t-on? Pour rappel, les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base d'un fondement légitime prévu par la loi. Donc, conformément à l'article 6 du RGPD, le traitement n'est licite que si l'une des 6 conditions énoncées, à son premier sont remplies. Donc le contrat, se trouve être l'une de ces conditions. C'est le petit b d'ailleurs de l'article en question qui permet de justifier le traitement. Je vous invite donc à aller voir nos replays sur les bases légales que l'on a évoquées, mais je vous invite également, d'ores et déjà à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 3 mai sur la mission d'intérêt public, qui est quand même, une base légale, très intéressante aussi et assez largement, répandue et utilisée. Mais concernant le contrat, le traitement n'est licite que dans la mesure où, je cite l'article, il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie, ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Donc cette disposition reflète le fait que parfois les obligations contractuelles envers la personne concernée ne peuvent être exécutées sans que cette dernière fournisse certaines données. Si le traitement spécifique fait partie intégrante de la prestation de service demandée, il est dans l'intérêt des 2 parties, donc du responsable de traitement et de la personne concernée, de traiter ces données, faute de quoi le service ne pourrait, pas être fourni, et le contrat ne pourrait donc pas être, exécuté. C'est pour cette raison que la réglementation, elle permet au responsable de traitement de justifier sur le fondement du contrat ou des relations précontractuelles. Mais il est aussi possible de se demander qui peut être concerné par cette base légale, donc le contrat. Elle concerne, largement, les traitements mis en œuvre par les organismes privés, ça c'est ce que l'on retrouve, majoritairement dans la pratique, dans le cadre donc d'une relation contractuelle avec les personnes concernées, mais elle peut aussi concerner les organismes publics, dès lors par contre qu'ils entretiennent une relation contractuelle ou précontractuelle et surtout qu'une autre base légale n'apparaît pas plus appropriée. C'est vrai qu'il y a quand même des restrictions pour les organismes publics. On peut le revoir, avec, d'autres bases légales qui ne peuvent d'ailleurs pas être utilisées, voilà les organismes publics, les associations ou, les établissements, assujettis, à l'État. Mais
Attention toutefois, cette base légale ne peut être utilisée qu'à certaines conditions qui doivent être remplies, c'est ce qu'on va voir. Et il en existe 3 grandes qui elles-mêmes ont des nuances, donc des sous-conditions. Il doit d'abord exister une relation contractuelle ou précontractuelle entre le responsable de traitement et la personne concernée. Le contrat, en deuxième, doit être valable au regard du droit applicable. Et la troisième condition, c'est voilà, une condition, commune à toutes les bases légales, c'est que le contrat ne peut être retenu que si le traitement satisfait à la condition de nécessité. Donc on va analyser chacune des conditions, heu, tranquillement, on va prendre le temps parce que c'est vrai qu'elles sont assez, voilà, ce sont des grosses conditions avec les sous-conditions, ça fait quand même beaucoup de détails à retenir. Donc on va voir ça, voilà, une par une. Heu, pour la première, pour la relation contractuelle ou précontractuelle, il faut aussi différencier 2 choses. Il faut qu'il y ait un cadre contractuel, mais il y a aussi des conditions par rapport aux parties. Heu, le cadre contractuel peut donc servir de fondement au traitement de données à caractère personnel. Il suffit qu'il existe, une relation contractuelle, donc en cours de l'exécution du contrat, ou précontractuelle, soit juste avant la conclusion du contrat au terme des négociations. Pour vous donner un exemple, ça peut concerner donc les contrats de travail, les contrats d'ouverture de compte, d'octroi de crédit signés avec une banque, ceux passés avec une compagnie d'assurance, un site de vente à distance, un voyagiste, voilà, tous les contrats sont concernés, mais également, donc les mesures contractuelles. Ça peut être les négociations, dans le sens où, un client vient vous contacter, donc vous avez accès à certaines données comme son nom, son prénom, son adresse mail, dans le cadre justement de conclure un contrat. Ça, c'est un traitement qui peut être justifié, par cette base légale. Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous connaissez le pacte de préférence, c'est lorsqu'une personne promet à une autre, que si elle doit vendre un bien, elle lui proposera en priorité. Donc dans ce cas-là, voilà, ce n'est pas un contrat, on n'est pas encore dans la matière contractuelle, on est dans les avant-contrats, donc plus, voilà, les négociations et cetera. Enfin, pas vraiment les négociations, mais c'est pas contrat, c'est avant-contrat, donc plutôt des mesures précontractuelles. Là, pareil, les données, qui seront, utilisées, pourront être justifiées, sur le traitement, de cette base légale. Également, la forme et le contenu du contrat n'ont, aucune incidence sur la validité du recours à cette base légale. Le fait d'intégrer une mention ou une autorisation de la mise en œuvre du traitement des données dans les clauses du contrat ou dans les conditions générales de vente ou d'utilisation ne rend pas forcément le traitement légitime sur le fondement de cette base légale. Il faut que toutes les conditions, dont celles que j'évoquerai, par la suite, soient remplies. Ça veut dire que si vous mettez dans un contrat une clause qui indique que, toutes les données du contrat seront justifiées sur la base légale du contrat, ça ne veut pas dire que ça sera valide. Si les autres conditions ne sont pas remplies, cette clause ne vaudra rien. Et à l'inverse, un traitement de données peut être nécessaire à l'exécution du contrat sans pour autant être spécifiquement, mentionné dans le contrat justement. C'est toute la différence avec la base légale fondée sur le consentement. Si le contrat est valablement formé, soit que les 2 parties ont bien consenti à conclure un contrat au sens du droit des contrats et on le reverra, un peu plus après, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement de la personne, dès lors que c'est nécessaire à l'exécution du contrat. Donc c'est vraiment une différence, nette, il n'y a pas besoin de l'évoquer, dès lors que toutes les conditions sont réunies. Après, il faut quand même, prendre en compte un petit point, c'est que si un contrat, en tout cas un contrat peut porter justement sur plusieurs services, prestations ou produits, dans ce cas, la validité de la base légale doit être évaluée séparément, en appréciant le caractère nécessaire du traitement à la fourniture de chacun de ces éléments. Heu, il serait donc dangereux de justifier le traitement se fondant sur l'entièreté du contrat, sans prendre en compte ces différents objets. Il se peut qu'une prestation puisse être justifiée par cette base légale, mais qu'une autre, non. Donc dans ce cas, il faut fonder le traitement, de l'autre prestation sur une autre base légale, comme le consentement, l'intérêt légitime, voilà. Toutes les autres bases légales, prévues par l'article 6. Mais, bien évidemment, si les services, prestations ou produits ont un traitement similaire, il faut choisir une seule base légale. Donc vraiment, ça va dépendre, de l'objet, du contenu du contrat, mais globalement, voilà. C'est soit, ce sont plusieurs produits, prestations qui sont différents et du coup, il va falloir, justifier chaque traitement,
soit, tout est similaire, tout se regroupe. Dans ce cas, voilà, il y aura besoin que d'une seule base légale, potentiellement, le contrat, ça pourra marcher, il y a pas de problème. Concernant les parties au contrat maintenant, il faut tout d'abord que la personne concernée donc soit partie en contrat en question, ou qu'elle ait demandé que soient prises des mesures contractuelles nécessitant, un traitement de ces données. Le contrat ne peut donc impliquer logiquement, des données concernant un tiers, une partie qui n'est pas partie. Si cela arrive, il faudra choisir un autre fondement bien évidemment. Je vous donne un exemple simple, il n'est pas possible de traiter les données de la famille du client, partie au contrat s'ils ne sont pas eux-mêmes parties au contrat. Voilà, c'est vraiment ça concerne le responsable de traitement, la personne concernée qui ont eux-mêmes signé le contrat ou qui se sont mis d'accord, au terme des négociations. On peut pas, prendre d'autres parties, dans ce contrat si elles n'y sont pas. Il y a une petite question d'ailleurs qui se pose, c'est, lorsque le contrat prend fin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en principe, cette base légale n'est applicable qu'aux traitements mis en œuvre avant que le contrat soit conclu, donc dans le cadre de mesures précontractuelles ou pendant la durée du contrat, dans le cadre de son exécution. Toutefois, certains traitements sont indéniablement liés à l'exécution du contrat. Ils peuvent être mis en œuvre en recourant à cette base légale après que le service, le produit ou la prestation a été fourni, dès lors qu'ils sont toujours nécessaires à la relation contractuelle en cause, même si le contrat a pris fin. Des exemples tout simples, c'est le remplacement de produits défectueux ou des traitements mis en œuvre aux fins de gestion des impayés. Si le contrat est terminé, qu'il arrive à son terme, mais qui voilà, de toutes les prestations n'ont pas été payées, là on peut continuer à conserver les données et à les traiter. En tout cas sur le fondement de cette base légale. Et à l'inverse, dès que les traitements de données fondés sur le contrat ne sont plus nécessaires à son exécution, les données conservées doivent être effacées, donc conformément au principe posé par l'article 17 sur le droit à l'effacement ou le droit à l'oubli. Il en est de même en cas de rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties. Donc, à la fin du contrat par arrivée du terme, comme un abonnement annuel sans reconduite du contrat, ou encore des cas de licenciement ou de démission du salarié, là logiquement, si le traitement n'est plus nécessaire à l'exécution du contrat, ou en tout cas de la fin de ce contrat, les données doivent être supprimées. Mais il existe quand même une petite exception, c'est lorsque les traitements ne sont plus nécessaires à l'exécution du contrat, mais qui relèvent d'une obligation légale. Donc là, logiquement, on va pouvoir, justifier, en tout cas, ce traitement plus au sens du contrat, mais plutôt de l'obligation légale. C'est le cas pour les obligations comptables, par exemple. Heu, Dans ce cas-là, le responsable de traitement doit informer les personnes concernées qu'il est tenu, donc en vertu du droit national, de conserver certaines données, à caractère personnel à des fins comptables pendant un nombre d'années déterminé, et donc la nouvelle, base légale sera l'obligation légale et plus le contrat ou les mesures précontractuelles, puisqu'il sera résilié. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai à la fin, mais voilà, vous pouvez poser des questions, au fur et à mesure, il y a pas de problème. Concernant la seconde condition, donc le contrat doit être valide au regard du droit applicable. Ça fait sens un petit peu, on ne peut pas justifier un traitement de données sur un contrat qui, est nul ou qui est, illicite et cetera. Heu Donc l'invocation de l'article 6, en tout cas le petit point B, nécessite l'existence d'un contrat valable entre le responsable de traitement et les personnes concernées. Pour donner un exemple, en France, un mineur n'a pas la capacité de conclure un contrat. Même si le RGPD, la loi informatique et liberté, permettent toutefois aux mineurs de plus de 15 ans de donner, seul son accord à certains traitements de données, heu, il faut que ça repose sur un consentement non contractuel. Donc globalement, cette base légale ne peut jamais être retenue pour un mineur, sauf si ses parents, bien évidemment, ou le tuteur, ont donné leur consentement. Bien entendu, le contrat qui lie la personne concernée au responsable du traitement ou qui a vocation à être conclu entre ces 2 parties, doit être licite au regard de la législation applicable. Et donc il doit être conforme aux exigences du droit des contrats, donc comme je l'ai expliqué au niveau de la capacité de la personne, mais également respecter les contraintes spécifiques encadrant, certains contrats. Par exemple, un contrat qui comporte un objet illicite, comme un contrat de vente de stupéfiants interdit en France, on peut se douter qu'on ne peut pas traiter les données de la personne, qui a, donné par exemple son nom, son prénom, son adresse mail ou son adresse pour la livraison.
on peut se douter que là, ça ne fonctionne pas. Donc s'il est nul, il est bien évident que le responsable de traitement ne peut justifier le traitement avec cette base légale. Pour un exemple peut-être un peu moins, extrême, il arrive souvent que le consentement des personnes soit vicié, c'est-à-dire qu'il n'a pas été donné pour les raisons par lesquelles elle a souhaité s'engager. C'est le cas lorsqu'une des parties a conclu un contrat, mais s'est rendu compte qu'il y a une erreur, sur la prestation, le produit, bon ça peut arriver et lorsque cette erreur, au fur et à mesure, est caractérisée comme un vice de consentement, que ça remonte quand même, devant le juge, bah, elle a pour conséquence de rendre nul le contrat. Donc le traitement effectué sur les données personnelles obtenues entre la conclusion et la nullité du contrat ne sont pas justifiés, en tout cas pas pour cette base légale, puisque la nullité a pour effet justement de faire comme si le contrat n'avait jamais existé, donc le traitement justifié, sur ce contrat, n'est pas valable du tout. J'espère que je vais pas trop vite, j'espère que c'est assez clair. Sinon n'hésitez pas également à me le dire. Je vois, je vois les commentaires, il y a pas de souci. Et donc la troisième et dernière condition, comme pour toute base légale, le traitement doit être, nécessaire. Pour un petit aparté, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà apporté quelques précisions sur ce terme de nécessité. C'est sans atteindre un niveau d'indispensable. L'adjectif nécessaire ne doit pas avoir la souplesse de termes tels que admissible, normal, utile, raisonnable ou opportun. Donc en gros, il faut trouver un juste milieu entre l'indispensable et l'admissible. Ça peut être difficile, mais voilà, on ne parle pas juste de ça peut être utile, et il faut pas non plus qu'on soit jusqu'à, le traitement est indispensable. Il faut voilà, faut essayer de de trouver, un juste milieu. Mais donc, comment déterminer si un traitement est bien nécessaire à l'exécution du contrat? On peut commencer par les relations précontractuelles, puisque, au moment du traitement, il peut être difficile de savoir si un contrat sera effectivement conclu. Puisqu'on est au terme des négociations, on ne sait pas si ça va, arriver à terme. Donc la base légale peut néanmoins s'appliquer, à condition que la personne concernée fasse la demande dans le cadre de l'éventuelle conclusion du contrat. Donc cette base légale peut être justifiée, même si on ne va pas jusqu'au bout, dès lors qu'il y avait quand même l'intention de conclure un contrat derrière. Et que bien évidemment le traitement soit nécessaire à l'exécution des mesures demandées. Si par exemple le client, nous contacte, et donc nous donne son adresse mail, son nom, son prénom pour être recontacté, derrière pour, se voir voilà, envoyer des offres et cetera. Heu, Dans ce cas-là, le traitement est justifié, sur cette base légale. Concernant le contrat, pour déterminer si un traitement est nécessaire à la fourniture du produit ou du service, l'organisme doit prendre en compte donc l'objectif du contrat, compte tenu des attentes mutuelles, des 2 parties, du responsable de traitement et de la personne concernée. La nécessité de traitement de données s'apprécie ainsi tout d'abord au regard de l'objectif principal du contrat. Le responsable du traitement doit s'assurer que la fourniture du produit ou du service ne peut intervenir en l'absence de mise en œuvre du traitement des données en cause. Hem, Si au contraire l'objectif du contrat peut être atteint sans que le traitement de données spécifique soit mis en œuvre, bah, la condition de nécessité, n'est pas remplie dans ce cas-là. Je vais vous donner un exemple qui peut être assez parlant. Donc c'est le cas d'un abonnement payant à un magazine en ligne. Si une personne souscrit un abonnement payant à un magazine en ligne, l'objectif donc du contrat est de permettre à la personne de consulter ou de télécharger des articles en échange d'un paiement. Les données pouvant donc être traitées par l'organisme sur la base légale, contrat, ne sont que celles qui sont nécessaires à, pour atteindre cet objectif, comme par exemple des informations d'identification, une adresse électronique et des informations de paiement. Mais en revanche, les traitements mis en œuvre par le même organisme aux fins de l'amélioration de ses services ne peuvent généralement pas être fondés sur cette base légale, dans la mesure où ce contrat peut, bon dans la plupart des cas bien évidemment, mais il peut être exécuté sans que ces traitements, soient mis en œuvre. Le responsable de traitement doit donc rechercher, si une autre base légale ne peut pas être appliquée, comme par exemple dans ce cas-là, ça peut être l'intérêt légitime. Dans Dastra, cela signifie que lorsqu'on mobilise cette base légale, on peut documenter son choix. Pourquoi est-ce qu'on pense que cette base légale s'applique et est absolument nécessaire?
Donc il est possible, de renvoyer vers le contrat en l'ajoutant dans la partie documentation du traitement, de démontrer le lien entre son objet et la nécessité de traiter certaines données et cetera. Le fait de documenter ce choix va permettre de se rendre compte de l'étendue du contrat sur les données de la personne concernée et de pouvoir le justifier, valablement. Donc ça, c'est pas mal de pas juste simplement mettre la base légale, mais d'expliquer pourquoi. C'est vrai que ça peut être bien pour autant le DPO que, en cas de contrôle, si c'est tout acté, c'est vrai que c'est plus clair, c'est mieux. La base légale contrat, a quand même plusieurs conséquences importantes pour l'organisme qui traite les données et aussi pour les personnes concernées par le traitement, on verra juste après. Comme pour toutes les bases légales, le choix de recourir, au contrat doit donc faire l'objet d'une attention particulière de la part du responsable de traitement. Donc pour les organismes traitant, les données, il doit être en mesure de démontrer la validité du recours à cette base légale. Donc parce que tout changement important des conditions de mise en œuvre est susceptible d'avoir une incidence sur la validité de la base légale retenue. S'il y a eu une modification dans le contrat, si on a ajouté, des annexes ou qu'on a voilà, qu'on l'a tout simplement modifié, ça peut changer, aussi, ça peut avoir une incidence sur cette base légale. Si finalement, après modification, certaines données, ne sont plus nécessaires dans l'exécution du contrat, beh, il va falloir changer, soit changer la base légale pour ces données, soit, les supprimer tout simplement. Et les traitements mis en œuvre sur le fondement de cette base légale sont soumis aussi au mécanisme de coopération du guichet unique. C'est une nouvelle procédure mise en place par le RGPD qui a vocation à harmoniser au niveau européen les décisions des autorités de contrôle, de protection, pardon, des données concernant, les traitements transfrontaliers. Donc, ça concerne les traitements mis en œuvre par une entreprise établie, dans plusieurs États européens et les traitements de données d'une entreprise établie dans un seul État, mais qui affectent sensiblement les personnes, d'au moins, un autre État membre. Donc toutes les démarches relatives à un traitement transfrontalier fondé sur le contrat doivent être adressées à la seule autorité chef de file. Pour les personnes concernées, le droit d'opposition, comme pour la sauvegarde des intérêts vitaux, donc le webinaire, juste avant, il ne peut pas s'exercer à l'égard des traitements fondés sur le contrat. C'est assez logique puisque le traitement de données nécessaire à l'exécution du contrat est légalement requis. Les données personnelles doivent être traitées afin que les parties puissent se conformer justement à leurs obligations contractuelles. Donc bien évidemment, la base légale doit être justifiée au regard des conditions précédemment évoquées, mais dès lors que toutes les conditions sont réunies, voilà, il n'y a pas de droit d'opposition. Mais le droit à la portabilité des données, qui donc donne la possibilité aux personnes de récupérer une partie de leurs données dans un format ouvert et lisible par machine, pardon, peut quant à lui s'exercer, à l'égard de ces traitements. Donc on garde le droit à la portabilité, mais il n'y a pas de droit d'opposition qui peut s'effectuer. Pour vous faire un petit peu d'actualité, c'est bon, ça commence, un petit peu à remonter, mais en 2016, hem, Meta a ajouté un nouveau type de compte Instagram qui est appelé, compte professionnel et qui est donc a été introduit. Les utilisateurs d'Instagram qui passaient d'un compte personnel à un compte professionnel pouvaient voir des informations supplémentaires sur leur profil et leurs followers, notamment se voyaient afficher, sur les pages, leur adresse email pour être contactés justement à des fins professionnelles. Et jusqu'en septembre 2019, les utilisateurs, y compris les enfants utilisateurs, donc moins de 15 ans et entre 15 ans et 18 ans, même si normalement on n'est pas censé s'inscrire sur les réseaux sociaux en dessous de 15 ans, mais on sait que c'est pas forcément respecté. Mais en gros, voilà, les mineurs, les enfants utilisateurs qui passaient un compte professionnel sans réellement le vouloir puisqu'il suffisait de signer, de valider des conditions générales d'utilisation, étaient donc tenus de rendre visibles au public les coordonnées supplémentaires. Et Meta, justement, a essayé de se justifier, heu, en disant que ce traitement, à savoir la divulgation de certaines données, est basé sur l'article, 6 B du RGPD, donc la base légale du contrat.
Bien évidemment, c'est pas passé. Dans son projet de décision, l'autorité de contrôle irlandaise a examiné la question justement de savoir si Meta pouvait se fonder sur cet article comme base juridique, heu a conclu justement que, Meta ne s'était fondé que, sur cet article pour le traitement des coordonnées, en tout cas que dans la mesure où un enfant utilisateur avait la capacité de conclure un contrat en vertu de la législation nationale applicable. Le problème est que, selon la législation nationale, et comme je l'ai déjà indiqué, les enfants n'ont pas la capacité de conclure un contrat. C'est le cas en France. Comme je l'ai expliqué, voilà, en dessous de 18 ans, on ne peut faire que des actes courants, mais signer des CGUE, surtout pour publier des données personnelles, c'est pas un acte courant. Donc, au regard du droit applicable, c'est pas valable, c'est pas possible. Donc même si le RGPD permet à un mineur de plus de 15 ans de donner son consentement au traitement de ces données, donc certaines données, c'est-à-dire, accepter des cookies par exemple, ça c'est possible. Mais dans ce cas-là, Meta ne pouvait pas valablement justifier le traitement sur la base légale du contrat, puisqu'il faut que l'accord à certains traitements repose justement sur un consentement non contractuel qui n'était pas le cas ici. Donc ça pouvait être le cas pour les majeurs, mais pour les enfants utilisateurs, ce n'était pas possible. Voilà pour ce point, il est presque l'heure, je vais un peu regarder vos questions, mais sinon je vous propose de m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vais les lire un peu, essayer de vous répondre. Et si vous n'avez pas de questions, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous propose de nous retrouver pour la prochaine session du 3 mai sur la mission d'intérêt public. Je vais regarder un petit peu, heu d'accord Victor, donc vous utilisez, très peu cette base légale, d'accord, c'est intéressant. Vous avez un organisme public peut-être qui fait que vous utilisez un peu moins, cette base légale? Nicolas, oui, un simple achat fait valeur de contrat. En fait, dans la vie quotidienne, le simple fait d'aller acheter, son pain à la boulangerie, c'est un contrat. Après là, vous ne donnez pas réellement de données, personnelles, mais dans le cas, d'un achat, où, il faut signer un contrat, où, vous devez envoyer, certaines données comme votre nom, votre prénom, votre adresse mail, pardon. Là, il faudra utiliser cette, base légale parce qu'on est dans le cadre d'un contrat. Mais, techniquement oui, tout achat dans la pratique, c'est un contrat, mais on n'utilise pas forcément de données personnelles comme voilà, acheter son pain à la boulangerie, ça nécessite pas de donner son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Jérôme, vous me dites, c'est le cas dans le recrutement, par exemple, je me souviens plus à quel moment est-ce que vous avez posé cette question? Eh bien, dans ce cas-là, oui, parce qu'on est au terme, des négociations. Quand on doit, contacter, potentiellement le futur salarié, donc on garde son CV, sa lettre de motivation, son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, peu importe. On est dans le cadre des négociations, donc effectivement, cette base légale, dès lors que toutes les conditions sont réunies, elle peut être utilisée, dans le cadre de recrutement, oui, effectivement. Est-ce qu'il faut mettre le contrat dans le traitement? C'est-à-dire, dans les justifications à la base légale ou?
Alors, oui David, je vois votre question par rapport à l'exemple. Effectivement, vous pouvez, vous appuyer sur la base légale du traitement puisque, voilà, il est quand même nécessaire de pouvoir vérifier la validité d'un email ou d'un téléphone si, enfin en tout cas si ça si c'est nécessaire à l'exécution du contrat. Si vous voyez que, voilà, vous pouvez pas envoyer, le magazine, au client, parce que, voilà, il y a peut-être un problème d'email, on reste dans l'exécution du contrat, ça peut être justifié. Il faut enfin voilà, il faut le justifier mais la base légale peut s'appliquer dans ce cas-là, oui. Thomas, au niveau des clauses, insérer dans le contrat pour justifier, mettre en forme. Alors si l'auteur n'est pas, directement partie au contrat, par exemple, enfin je prends votre exemple, hem, je suppose que je m'y connais pas trop en propriété intellectuelle, mais je suppose que ça fait comme une chaîne de contrats, c'est une relation, triangulaire où, l'auteur doit avoir un contrat avec quelqu'un. Dans ce cas, s si c'est lié, c'est une chaîne on reste dans une chaîne de contrats et la base légale, oui, peut être justifiée. Par contre, au niveau des clauses, comment les mettre en forme, je ne saurais pas vous dire malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, la base légale du contrat pourra être utilisée si on reste dans une chaîne de contrats où, les toutes les parties sont liées, même si elles ne font pas directement partie du contrat. Je vous en prie. S'il y a pas d'autres questions, écoutez, je vous propose, qu'on s'arrête là, sauf si, voilà, vous avez encore des interrogations. Ah très bien, eh bien, très bonne journée à vous et ben, bon appétit pour ceux qui vont manger puisqu'il est midi et je vous dis, au 3 mai, pour la prochaine base légale.